Donc, bonjour, merci de m'accueillir pour cet entretien. Merci Tanguy. Et donc, est-ce que vous pourriez premièrement vous présenter? Alors, En je fait. suis Franck Martineau, je suis le fondateur de Capsule Technologie France. Capsule Technologie France, c'est une société qui développe une solution de virtualisation à destination de serveurs qui vont héberger différentes applications d'une infrastructure de sûreté. C'est-à-dire tout ce qui est serveur d'enregistrement vidéo, serveur de contrôle d'accès, serveur d'analyse d'image, voix sur IP, etc. Donc on développe cette technologie depuis maintenant 2014. La société a été fondée initialement en Afrique du Sud et s'est répliquée, on va dire, en France à partir de 2019. D'accord, merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pourriez nous raconter les occasions où vous avez dû réfléchir à l'impact de votre travail sur l'environnement? Disons que, alors c'est pas seulement une réflexion. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est de voir que différentes sociétés essaient de d'équilibrer en fait leur empreinte carbone en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec leur métier. Alors je vais essayer d'expliquer. Je connais par exemple des partenaires, en l'occurrence, qui, eux, fabriquent des serveurs et qui, à chaque fois qu'ils vendent un serveur, se sont engagés à planter un arbre. Pour moi, c'est pas la meilleure façon d'adresser le problème de l'équilibre carbone. C'est comme si je disais, tiens, je vais développer 10 lignes de code et je vais planter un géranium. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, on est dans le métier de l'IT, donc on développe une solution, qu'elle soit matérielle ou logicielle. Il y a une responsabilité dans le sens où on peut prendre le temps d'évaluer les meilleures méthodologies d'implémentation pour consommer le moins d'énergie possible. Pour moi, ce qui ferait plus de sens, c'est de se dire comment est-ce que je peux limiter la consommation CPU, mémoire, etc. Donc en fait, finalement, les ressources hardware d'une solution informatique, comment est-ce qu'on peut les limiter de façon à ce que l'impact globalement au niveau matériel, donc au niveau physique, soit diminué. Donc c'est évidemment l'impact physique dans un rack, évidemment, donc moins de composants, moins de minéraux, moins de personnes qui travaillent de façon ingrate dans les mines pour arriver à faire des NVMe, etc. Donc il y a ça aussi qui est très important. La seconde chose, c'est que ça constitue moins d'énergie en termes d'électricité et en termes de climatisation. Donc si on combine en fait tous ces facteurs, l'optimisation d'une manière générale et la façon en fait de concevoir du logiciel ou du matériel a un impact direct à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc c'est quelque chose sur laquelle j'ai été extrêmement sensible depuis le départ avec Capsule. C'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter sur l'aspect virtualisation qui nous permet en fait de combiner plusieurs fonctionnalités au sein d'un seul serveur. Donc on aura automatiquement une réduction du nombre de serveurs, donc de facto une empreinte carbone nettement moindre et une empreinte environnementale globalement sur tous ces critères-là qui sera diminuée. La chose qui était importante, c'est que on puisse garantir un certain niveau de performance sur ces machines virtuelles. Bon, ça, c'est l'histoire de Capsule. Mais voilà, Tanguy, pour donner l'exemple en fait de comment est-ce que on perçoit les choses d'un point de vue environnemental, j'ai eu quelqu'un ici qui est venu me voir et qui m'a donné en fait une formule à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. Il m'a dit en fait, tu fais de l'informatique responsable. Et j'ai réfléchi, j'ai dit c'est vrai en fait. En réalité, au-delà d'adresser un certain domaine d'application, la façon dont on le fait, on essaie de le faire de façon complètement responsable. Oui. En tout D'accord. cas, pas en plantant des arbres. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, en parlant de performance, est-ce que vous pensez qu'il y a un compromis qui peut être fait entre la diminution de la consommation énergétique et la nécessité de garder quand même un certain niveau de performance dans les composants aujourd'hui? Alors, je pense que aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la performance d'une solution, donc une solution IT, sans nécessairement avoir une augmentation des ressources matérielles, des ressources hardware, donc plus de RAM, des CPU plus rapides, etc. D'accord? Donc je pense que c'est ça la problématique. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'optimisation, il y a un travail qui n'est pas suffisamment effectué.
On le voyait dans les années 80. Pour revenir un petit peu en arrière, on avait donc un parc informatique qui était nettement plus limité en termes de capacité processeur, en termes de capacité mémoire. Et en fait, la question du développement logiciel ne se posait pas exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se disait, OK, j'ai 64 kilooctets, ou même, prenons un autre exemple, j'ai 512 kilooctets de RAM pour être très riche. Comment est-ce que je fais rentrer mon logiciel, le système d'exploitation et l'intégralité des composants, des drivers, etc. dont j'ai besoin dans 512 kilooctets de RAM? C'est ça la problématique. Et c'était donc aux développeurs d'être créatifs, de trouver les optimisations nécessaires pour qu'on arrive à rentrer dans une certaine configuration. La configuration était donc à l'époque sur des ordinateurs, voire même des serveurs figés. Il y avait peu d'évolution possible, donc on ne pouvait pas changer ni le CPU, ni la RAM, ni etc. Donc on avait un équipement qui restait figé pendant toute la durée de vie, tout le cycle de vie en fait de cet équipement. Aujourd'hui, la problématique est complètement différente. On se dit, tiens, j'ai besoin, je développe un logiciel, qu'importe la consommation de mémoire, il me suffit d'écrire qu'en termes de spécification, j'ai besoin de 64 gigaoctets de RAM, par exemple. Donc on est à des années-lumière des 512 kilooctets, pour que finalement on s'adapte. Et si le logiciel ne fonctionne pas bien, entre guillemets, de façon non optimale, on explique à l'utilisateur ou au client qu'il respecte les spécifications matérielles qui ont été décrites au moment de la livraison du logiciel. Bon, donc on a inversé en fait les comportements. Le comportement initial dans les années 80-90, c'était aux développeurs de s'adapter aux contraintes finalement matériel. Et aujourd'hui, ça devient l'inverse. C'est aux consommateurs de s'adapter aux contraintes logicielles pour obtenir le niveau de performance requis. Ce qui est finalement à l'encontre de ce qu'on cherche. Et aujourd'hui, on se pose la question, tiens, comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone énergétique? Alors qu'en réalité, c'est une question de démarche intellectuelle où il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de ressources matérielles systématiquement? Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, c'est, je pense, la pierre angulaire. Et si on réfléchit bien, il y a eu un moment pivot à la fin des années 90, au moment où on a commencé, donc en termes de développement logiciel, à l'époque, donc il y avait beaucoup de langages qui sont dits aujourd'hui de bas niveau, mais qui étaient de haut niveau à cette époque-là. Donc je pense au C, au C++, au Fortran, au Force, etc. Ça, c'était des langages, on va dire, qui permettaient réellement de comprendre les couches basses d'un système d'exploitation et, par extension, du matériel. Et est apparu Java à la fin des années 90. Donc Java, avec une idée formidable, qui était finalement d'avoir un binaire unique qui serait exécuté au travers d'un runtime sur différentes plateformes matérielles. Mais là, la philosophie, par exemple, de gestion mémoire sur Java et son fameux garbage collector à l'époque, qui était donc supposé optimiser les consommations mémoire, finalement nous a rendu dans une situation inverse où finalement le développeur, on a laissé place à la créativité du développeur par rapport à l'aspect applicatif ou à l'aspect expérience utilisateur. Et on a gommé en fait la nécessité de rentrer dans certaines spécifications matérielles. Et c'est ça le problème. Donc il y a eu ce point pivot et en fait ça ne s'est jamais arrêté. Donc évidemment ça a été alimenté par les constructeurs informatiques et la fameuse loi de Moore, qui est de moins en moins vraie, mais qui à l'époque expliquait que tous les ans on doublait donc le nombre de transistors au sein d'une puce. Donc on pouvait potentiellement doubler la capacité d'un composant informatique tous les ans. Du même coup, c'était un business model parfait pour quiconque fabriquait du hardware. Et aujourd'hui, pour moi, les plus gros responsables sont les fabricants d'équipements, mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein, quand on regarde la nécessité pour faire tout simplement du gaming, hein, la nécessité de changer de carte graphique de façon systématique à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu ou une nouvelle résolution qui sort, c'est une aberration. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets-là? C'est incompréhensible. Effectivement, aujourd'hui, c'est un des plus grands défis de cette industrie. Et donc, à quel niveau pensez-vous que les systèmes actuels peuvent-ils être améliorés pour diminuer leur empreinte sur l'environnement?
Je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes générations de développeurs sur l'optimisation logicielle. Donc ça passe par l'optimisation des algorithmes dans un premier temps. Donc c'est évidemment laisser toujours la place à la créativité, parce que je pense qu'il y a des jeunes cerveaux qui sont capables aujourd'hui de créer des choses fantastiques. On le voit avec l'explosion du nombre d'applications sur les smartphones, ce genre de choses. Sauf qu'il faudrait peut-être sensibiliser plus sur les aspects optimisation logicielle et éviter de se cacher derrière, ben, on s'en fout, c'est calculé dans le cloud. Parce qu'en réalité, ça aussi c'est une démarche que l'on voit de plus en plus, c'est pour éliminer finalement la nécessité, la responsabilité que l'on a en tant que développeur, c'est de se dire bah, finalement ça fonctionne dans un data center, c'est loin de chez moi, donc je m'aperçois pas ni de la facture électrique, ni de ce que ça consomme en termes de capacité matérielle. Sauf que dans la vraie vie, finalement, c'est simplement décaler le problème géographiquement ailleurs. Alors qu'en fait, il y a pour moi un réel travail non seulement de sensibilisation, mais un apprentissage sur la façon dont le hardware fonctionne réellement. Aujourd'hui, on apprend à développer en se basant sur des couches d'abstraction, des librairies, par exemple .NET, qui est une librairie fantastique hein, sur Windows, qui va contenir quasiment l'intégralité de ce qu'on peut faire avec une machine. C'est extraordinaire ce que l'on trouve dans .NET et qui a des milliers d'extensions derrière accessibles. Donc ça, c'est un outil qui est absolument fantastique puisque effectivement, on ne se préoccupe plus des couches basses ou de certaines fonctionnalités qui étaient un petit peu difficiles à implémenter. Sauf que du coup, on a perdu la maîtrise derrière des optimisations matérielles pour une application donnée. Et ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose il faut qu'on arrive à un moment donné à faire un petit peu marche arrière pour qu'on stoppe cette course à la surconsommation. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des technologies ou d'entreprises que vous trouvez prometteuses en termes d'empreinte carbone, genre dans leur diminution d'empreinte carbone? Est-ce qu'il y a des entreprises que vous prenez en exemple ou des technologies que vous voyez et qui vous intéressaient? Le ARM, donc les CPU ARM ou ARM, qui ont depuis le départ, hein, c'est une technologie qui est assez ancienne, qui avait été faite par si ma mémoire est bonne, par la société Acorn Computer en Angleterre, donc une société basée à Cambridge, et où effectivement les CPU utilisaient nettement moins de consommation électrique, donc moins de dissipation thermique. Pour une puissance absolument équivalente à ce qu'on voyait chez Intel ou AMD à l'époque. Donc du même, voire même Motorola. Donc du même coup, c'est vrai que c'est une technologie qui aujourd'hui a évolué, qu'on retrouve à peu près partout dans les smartphones, où, titre d'exemple, le smartphone évidemment consomme nettement moins qu'un ordinateur classique, et ça reste, je pense aujourd'hui, quelque chose qui mériterait d'être réfléchi en termes d'adoption. Donc on voit effectivement aujourd'hui des versions de systèmes d'exploitation dits mainstream, hein, populaires, que ce soit Linux ou Windows, qui sont désormais compatibles avec des processeurs ARM. Ceci étant, ce qui manque aujourd'hui, c'est donc du coup un constructeur de composants mainstream, que ce soit pour la partie serveur, quoique pour la partie serveur ça commence à arriver, mais pour la partie, on va dire, consumer, donc tout ce qui est PC et compagnie, qu'on ait des composants sur étagère qu'on puisse acheter basés sur des processeurs ARM, donc des cartes mères avec des processeurs ARM classiques, qui permettraient d'une part diminuer la consommation électrique des machines et d'autre part d'offrir un modèle alternatif à ce qui existe à l'heure actuelle. Alors cela dit, je perds pas espoir puisque Nvidia, qui est pourtant, on va dire, le fabricant de cartes graphiques à aujourd'hui et le premier à être coupable de cette course à la performance, va proposer l'année prochaine un processeur qui visiblement sera basé sur la technologie ARM. C'est ce que j'ai lu en tout cas la semaine dernière, donc pourquoi pas, donc à suivre. Mais globalement, oui, ARM, je pense que c'est depuis longtemps une société qui a acquis l'expérience de l'optimisation matérielle, qui a offert un niveau de performance décent pour une consommation moindre. Oui. D'accord.
Et ensuite, quelles sont aujourd'hui, vous pensez, les difficultés qui bloquent l'incorporation de méthodes plus écologiques dans les systèmes informatiques et dans l'informatique en général? Les difficultés rencontrées, la difficulté principale, elle est toujours la même, c'est le temps. Aujourd'hui, on a d'un point de vue global, hein, d'un point de vue société, je trouve que le bien le plus précieux, je ne sais pas si c'est l'âge qui me fait dire ça, mais le bien le plus précieux, c'est le temps. Et le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a une attente de la part des développeurs de produire de plus en plus vite. Et tout à l'heure, je parlais de Java, mais ça, finalement, c'est pas tellement Java qui est coupable uniquement de ce changement de philosophie dans l'implémentation des applications. Ce qui, à mon sens, aussi a changé, c'est le fait que avant, on avait des outils qu'on appelait des RAD, pour Rapid Application Development. Le RAD, c'était utilisé pour faire du prototypage. C'est-à-dire que dans l'idée, un développeur a une idée de développement ou un chef de projet vient avec, on va dire, un scope sur une application donnée et on pouvait très rapidement, en quelques clics, développer une application qui permettait de présenter en fait au client un prototype de ce à quoi l'application allait ressembler d'un point de vue visuel et d'un point de vue fonctionnel. Le problème, c'est que le RAD, qui était fait au départ pour faire du prototypage, est devenu finalement l'outil de développement principal. Donc on a éliminé la partie optimisation du code et compagnie au profit donc d'un développement plus rapide. Donc le premier obstacle, c'est ça, c'est comment en fait gagner du temps, et on le voit, hein, par exemple je nommais .NET, le fait que .NET existe, c'est parce qu'on gagne un temps fantastique dans l'implémentation de fonctions qui au départ ont pris des semaines à être implémentées. Donc pourquoi réinventer la roue systématiquement? On utilise ce qui existe déjà. Donc ça fait du sens et ça permet de gagner du temps. Le souci, c'est que si on ne se donne pas le temps de faire des optimisations correctes aujourd'hui pour se dire est-ce que mon code est réellement efficace, alors non seulement en termes de rapidité, mais également en termes de consommation de ressources. Si on n'a pas ce temps de disponible, eh bien, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut peut-être prendre en compte dans les cycles de développement logiciel un certain pourcentage de temps à donner aux développeurs pour l'optimisation. D'accord. Voilà. Donc un bon exercice hein, que moi je recommande pour tous les jeunes développeurs, par exemple, ce que je fais régulièrement, qui est un exercice très compliqué, c'est revenir sur ces anciens codes et essayer d'éliminer un maximum de lignes possibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, on s'aperçoit que certaines choses auraient pu être faites différemment, de façon plus optimale, ce genre de choses. Et ça, c'est un exercice que malheureusement on fait peu, parce que ça prend du temps, et que le temps, on n'en a pas, on n'a plus de temps. Genre, il faut développer rapidement, il faut produire rapidement. Ça, pour moi, c'est l'obstacle. Il n'y a que ça qui soit un véritable obstacle. D'accord. Parce que les techniques, on les avait. Elles existent toujours, donc il y a aucun souci là-dessus. On peut revenir sur une philosophie, une façon de faire qui nous permettent d'être plus responsables, mais encore faut-il se donner le temps de le faire. C'est un peu le truc. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond très bien. Et on a vu que les entreprises avaient un grand rôle à jouer sur l'impact écologique qu'elles ont et la course à la consommation. Est-ce que vous pensez que les consommateurs aussi ont leur part de responsabilité? Ouais. Je pense qu'on donne, on fait porter le chapeau énormément sur le consommateur, là où en fait lui n'est pas responsable. C'est pas lui qui développe la technologie, c'est pas lui qui a cette notion je vais utiliser un anglicisme de scalabilité, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui va se passer si on vend un produit à 1000, 2000, 3000 ou 1 million d'utilisateurs? Voilà, ça peut pas être la responsabilité du consommateur. À mon sens, c'est le même problème sur les voitures électriques, par exemple, où finalement, si on continue comme ça va être criminel de ne pas rouler avec une voiture électrique. Donc on fait porter
fausse responsabilité morale au consommateur, là où en réalité euh, il y a un effort, je dirais, politique, sociétal à faire, mais en aucun cas l'individu ou le consommateur peut être responsable de ça. À un moment donné, le consommateur, lui, il utilise et de façon candide, j'ai envie de dire, il utilise de façon candide une technologie qui lui est proposée, tout simplement. Mais ça peut pas être sa faute. Le responsabiliser, c'est comme responsabiliser le consommateur sur les attaques de cybersécurité. C'est la même chose. Ça fait pas de sens. À un moment donné, le consommateur, oui, il va protéger son mot de passe, mais il va se retrouver avec 400 mots de passe à gérer, donc il y a des applications machin. Enfin, je dirais à un moment donné, on peut pas non plus faire porter la responsabilité de tout sur le consommateur. Moi, j'y crois pas. C'est pas mon point. D'accord. Et en parlant des nouveaux développeurs, est-ce que vous aurez des conseils à donner aux jeunes développeurs pour essayer d'améliorer leur code et de ne pas avoir une trop grosse empreinte écologique? Oui, le conseil que je peux donner, c'est essayer de profiler au maximum le code quand on l'exécute et de regarder ce qui se passe en termes de consommation mémoire, en termes de consommation CPU, d'essayer différents algorithmes, de prendre son temps par rapport à ça. Euh, Parfois, il suffit de changer l'ordre d'une boucle et on a des résultats qui sont stupéfiants. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis aussi se forcer à avoir des limites. Moi, par exemple, la raison pour laquelle j'ai développé CapsOS, donc une solution de virtualisation qui finalement arrive en concurrence avec des solutions de virtualisation qui sont déjà sur le marché, c'était essentiellement parce que je trouvais les autres solutions trop lourdes en termes de consommation mémoire, en termes de consommation CPU. Donc j'avais vraiment un but précis d'avoir quelque chose qui fonctionne en background, mais qui est l'empreinte la plus faible possible sur le hardware. Et en fait, c'est ça le challenge. Donc pour ça, il faut mesurer, je n'irais pas dire mesurer chaque octet, mais essayer d'optimiser au maximum et essayer de se challenger en disant tiens, bah non, je veux consommer que 1 méga pour un code tout simple, voilà, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est mon conseil. Vraiment essayer de se challenger et profiler en fait le code. D'accord. Bah, merci beaucoup. Avec Pour plaisir, C'était très intéressant. avec plaisir. Merci à toi.